le plus grand danger, c'est peut-être pas les fous, c'est peut-être le système lui-même qui peut avoir envie de le faire taire. Histoire de la franc-maçonnerie. Que mon corps soit sectionné en son milieu. Ses assistants, Jubela, Jubelum, Jubelum. C'est-à-dire l'existence d'un groupe secret de gens de pouvoir, de tout type de milieux, la politique, la finance, on nous a parlé de gens des milieux médicaux, même universitaires. Ce groupe secret recrutait beaucoup dans les milieux judiciaires et même les policiers haut gradés étaient très appréciés. Et il s'agirait d'un groupe secret dont les activités consistent à mener des sortes de cérémonies dans le plus grand secret. Où l'on conjugue des pratiques aussi étranges et uniformément dégoûtantes que la sexualité de groupe, la scarification. Il a évoqué devant nous des images, il faut faire drécher les cheveux sur la tête. Il nous parlait de chair calcinée, de brûlures de cigarettes, de chair transpercée. Il nous disait que les personnes qui étaient torturées, parfois tuées à l'occasion de ces séances, déjà les personnes tuées n'étaient jamais consentantes, et que parmi les personnes torturées, il y avait des malades qui réclamaient ce genre de traitement, et puis des personnes non consentantes, parfois des enfants, qui étaient d'abord torturés puis mis à mort, le tout filmé, faisant l'objet d'un trafic de cassettes vidéo illégal qui s'échangerait à des prix fous sous le manteau. Les cassettes de Snuff Movies se vendent entre 10 et 20 000 francs suisses. Qu'est-ce que vous voulez dire par Snuff Movies? Les cassettes avec mort d'enfants réels. Quand tu voyais qui coupait la tête à un enfant, c'était la vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film? Non, c'était pas vrai. Je suis criée avec cette idée. Notre problème policier, c'est pas ces réseaux pédophiles, c'est la pédophilie quotidienne et ordinaire. C'est la pédophilie quotidienne et ordinaire. Mais pourquoi ils faisaient ça, ces gens-là? Je sais pas, parce qu'ils sont méchants, ils sont fous. Je sais pas, mais pourquoi ils faisaient ça, ils sont méchants. Ils n'ont rien fait, ils étaient des enfants. La morale, si j'ose dire, l'idéologie qui sous-tend ce groupe et qui est très grave par rapport à ce qu'il révèle sur le fonctionnement réel de notre société. On raconte au membre de ce groupe qu'en quelque sorte, toutes les règles qu'on leur a mis en tête depuis le début, que ce soit à l'école, dans la société, etc., sont des limitations à leur liberté qui les empêchent d'atteindre la quintessence du genre humain et qu'il faut donc rejeter toutes les règles, à commencer par les lois, par la morale, par la décence, et qu'il y a nécessité de transgresser ces règles, de violer parfois littéralement tous les tabous pour faire sauter des sortes de verrous que l'on mettrait dans nos têtes depuis l'enfance. Et donc c'est ainsi que l'on commence par le viol, la torture, et pour en arriver au meurtre. Quoi de plus beau que d'être descendu sur les marches du palais ou de mourir à la barre? En octobre 96, l'affaire est prise en main par la Brigade de protection des mineurs de Paris. La mère a porté plainte et c'est ici, quai de Gesvres, que démarre l'enquête policière, très vite placée sous le contrôle d'une juge d'instruction. Mais les moyens semblent faire défaut à la Brigade de protection des mineurs qui ne procède à aucune filature des personnes suspectées. La Brigade de protection des mineurs, qui par ailleurs a fait une grosse enquête, n'a ni le temps ni les moyens de faire des filatures.
Les filatures, c'est réservé aux gros trafiquants. Pourtant, c'est une véritable organisation impliquant de nombreux adultes que décrivent les enfants. Traces, ce sont des traces, des taches, des cheveux. On n'a pas trouvé les 10 ou 15 inconnus titulaires des cheveux qui se trouvaient dans la cache ou dans la voiture ou dans la literie de la maison. Ils étaient tous en train de me dire que j'étais une menteuse derrière. Ils me disaient tous que je mentais, que c'était pas vrai et tout ça. Puis ils m'ont obligé à me mettre à genoux, comme ça devant lui pour... À ce moment de l'audition, faisons mettre Marie à genoux et mesurons l'enfant jusqu'à la hauteur de son visage. Quand on fait asseoir, mettre à genoux un enfant pour mesurer si effectivement le centimètre va jusqu'à la hauteur du sexe, faire ça en confrontation, c'est un deuxième viol de l'enfant, à mon sens. Parce qu'il voulait regarder, il voulait voir si, comme il mettait son nez dans la bouche, il voulait voir si c'était la taille, je sais pas quoi. Et ton père, est-ce qu'il disait? Quel client? On va peut-être voir quel client si on m'écoute. On va peut-être voir quel client si on veut bien joindre la grande affaire du trou à la misérable affaire du trou. L'affaire qu'on nous donne ici aujourd'hui, c'est précisément sans les clients. C'est sans les 25 personnes dont un cheveu se trouve dans la cache. C'est sans l'auteur de la tache de sperme qui est superposée au sang d'une des petites victimes sur un mur de la cache et qui n'est quand même pas arrivé là par un courant d'air. Alors si on me demande qui, alors je dis, eh bien pas de dossier bis, un dossier entier et qu'on juge le tout. Et je ne crois pas qu'un jury soit aujourd'hui capable de juger cette affaire dans l'état où on nous la présente. Le 1er janvier 1997, le père de Pierre et Marie est sur écoute téléphonique et les policiers retranscrivent une conversation où il confie à une amie. J'ai des renseignements de ce qui se passe en fait chez le juge de temps en temps. Malgré la gravité des soupçons qui pèsent sur le père, la justice décide de l'autoriser à revoir ses enfants 1 mois après sa mise en examen. Pour la première fois, Marie a une avocate à ses côtés. Mais il ne s'agit pas de maître Lardon-Galéotte, l'avocate de sa mère. Il s'agit d'une autre avocate, choisie et nommée par la justice. Je l'ai rencontrée et puis une fois elle m'a dit, en discutant, elle m'a dit, mais tu sais, si tu te tais, nous on sera plus là pour t'embêter, et ce sera bien parce que on te laissera tranquille, on sera plus là pour t'embêter. Et puis si tu pars, ben, on sera obligé d'être encore avec toi et encore te faire parler. Et puis on disait ça, donc elle me taire, quoi. De grandes capes blanches ou rouges et des crucifix. C'est inimaginable au sens propre du terme. Un enfant ne peut pas imaginer cela. Moi, je ne l'ai jamais vu. Le père des enfants a refusé une interview filmée. Mais il a accepté de nous parler au téléphone après quelques recommandations de son avocate. Alors, le récit de votre fille semble vraiment tout à fait incroyable. Elle parle de cadres sectaires, de rituels. Je pense que nous avons tous un imaginaire, Zorro, les fées, les machins, les trucs. Enfin, je crois que l'imaginaire des visions aide beaucoup, l'imaginaire de la lecture, ces choses-là. Nous avons tous un imaginaire, heureusement d'ailleurs. Vous savez bien que Zorro, les contes de fées, c'est dans l'imaginaire des enfants, c'est ce que le père disait. Hein, mais je ne pense pas qu'ils imaginent ce qu'ils ont imaginé avec les enfants sur la tête sur les